Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bon patriotes, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je vais te voir. On vous souhaite la bienvenue dans les VV citoyennes ce soir avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet qu'on embrasse. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir bienvenue. Co-président du G500, l'ONG citoyenne, 500 associations, 500 000 sympathisants et chaque fois un petit peu plus de sympathisants. Et aujourd'hui des sujets qui vous touchent bien entendu au sommaire de cette émission. 30 ans d'action pour faire rire les enfants en détresse. C'est l'engagement de l'association artistique et humanitaire Clowns sans frontières qui intervient en France et partout dans le monde pour apporter le rire, le spectacle, un soutien psychosocial à des victimes de crises sanitaires ou encore en grande précarité. Philippe. Aujourd'hui, un Français sur deux ne connaît pas le sens du mot aidant. Face à ce constat, le collectif Je t'aide œuvre au quotidien pour rendre visibles les aidants en leur ouvrant des droits et en transformant la société pour qu'elle agisse pour et avec eux. En plus de la Journée nationale des aidants, le collectif se mobilise pour soutenir ces mêmes aidants dans leur quotidien. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Et notre invité pour en parler ce soir, Noémie, attention que je n'écorche pas votre nom, Van der Castel. Voilà, très bien, délégué général de l'association Clowns sans frontières. Avec vous, Aurélie Gros, une association que vous avez choisie et vous avez bien fait de le faire parce que c'est une très 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 jolie association. Et oui, on parle de rire, donc ça change un peu et en ces périodes de Noël, on en a besoin parce qu'en France, c'est pas toujours rigolo en ce moment. Donc bonsoir Noémie, on vous a choisi effectivement parce que Clowns sans frontières, votre association, est au service des enfants les plus vulnérables en France, mais aussi à travers le monde. Mais je ne cesse de le dire, la France, c'est aussi la France des 5 continents. Donc on se rapproche quand on va partout dans le monde. Et vous revendiquez le droit à l'enfance. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi cela consiste ? Oui, tout à fait. Donc le droit à l'enfance, en fait, c'est le droit à l'émerveillement, le droit aussi à se reconnecter à une forme d'insouciance. Donc ce droit à l'enfance, on le revendique pour les enfants, mais également pour les adultes, parce qu'on considère que nous avons tous une part d'enfance qu'il faut nourrir et préserver. Et on estime que le spectacle vivant y contribue parce qu'il apporte la connexion aux émotions, la forme authentique du spectacle, fait que c'est par ce moyen-là que chacun peut retrouver son enfance. Surtout que les enfants pour lesquels on intervient sont des enfants qui parfois ont dû grandir trop vite. Ils ont eu des parcours de vie qui sont difficiles. Ils ont eu parfois des responsabilités d'adultes alors qu'ils étaient encore enfants. Donc on défend aussi le droit pour ces enfants d'avoir accès à leur enfance, de pouvoir rire, de pouvoir s'émerveiller, de pouvoir jouer. Et nous, on l'apporte à travers le spectacle vivant et des ateliers artistiques également. L'importance du rire que vous arrivez à déclencher avec vos bénévoles qu'on salue, puisqu'ils sont extrêmement nombreux un peu partout dans le monde, de dire que même dans des moments très compliqués, que ce soit des enfants ou des adultes, vous arrivez en très peu de temps à déclencher un rire et surtout à faire en sorte de gagner pendant quelques instants en légèreté, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, c'est souvent immédiat. Le rire, les spectacles sont conçus de cette façon. Oui, tout à fait. C'est combien de bénévoles aujourd'hui dans le monde ou en France, par exemple ? Oui, combien de bénévoles ? Alors, tous les ans, c'est une 50aine d'artistes qui sont mobilisés bénévolement à nos côtés. Et on travaille aussi avec des artistes locaux. On a ce souci de co-créer les spectacles. Quand on intervient à l'international, notamment, on travaille toujours avec les artistes du pays dans lequel on intervient. Et on crée un spectacle commun qu'on va ensuite tourner. Et alors, en termes de spectacle, dites-nous vos dernières interventions. C'est intéressant quand même. Avec des clowns, ça va être amusant. Oui. Mais dans quel pays ? En France, évidemment. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, tout à fait. Oui, donc on a une action en France. Alors en France, c'est plutôt des ateliers artistiques qu'on va mener auprès d'enfants qui sont en situation d'exil en France. Et à l'international, on va avoir une action au Sénégal, en Égypte, dans les territoires palestiniens, à Madagascar, aux Philippines. Donc c'est assez large.
Depuis 1993, on a 40 pays d'intervention, donc on est vraiment intervenu dans beaucoup d'endroits. Et là, je reviens fraîchement du Sénégal. Nous sommes intervenus, on intervient avec une compagnie de cirque sénégalaise qui s'appelle Sencirque, qui est une des premières compagnies de cirque au Sénégal. Et avec eux, on a monté un spectacle qu'on a tourné auprès de plusieurs enfants. Donc, ils sont accompagnés par des associations locales, des enfants des rues, des enfants en situation de privation de liberté. En quelle année a été fondé Clowns sans frontières? Et le nom, c'est Médecins sans frontières qui l'a inspiré ou Chanteurs sans frontières après? Il y en a beaucoup des sans frontières, oui. Ça a été créé en 1993. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a beaucoup d'associations sans frontières qui se sont créées, un peu dans cet élan d'apporter une aide au-delà des frontières de la France. Alors je ne sais pas si c'est ça qui l'a inspiré. En tout cas, c'est 2 clowns qui sont à l'origine de la création. Oui, un clown espagnol et un clown français qui étaient amis en fait et qui ont été appelés quand il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie. Justement dans les camps de réfugiés et où les associations locales, les ONG faisaient le constat que les gens, il y avait les tentes, il y avait la nourriture, il y avait l'eau, mais les gens n'avaient plus le goût de vivre. Et ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner aux gens le goût de vivre, et ils ont fait appel à ces clowns qui ont monté un spectacle et voilà, ça s'est révélé un véritable succès. Chaque représentation, il y avait plus de 4000 personnes qui regardaient les spectacles et voilà, ça a redonné un petit peu cet élan vital qui est si nécessaire dans ces situations. Alors vous me dites, si je me trompe, j'ai lu que Rima Abdul Malak, qui est notre ministre de la Culture, était dans l'association entre 2001 et 2005. Oui, tout à fait. Ça a été la première salariée de l'association. Ah oui? Oui, tout à fait. Et donc, elle a beaucoup contribué au développement de l'association et à la faire émerger aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes 4 salariés et 2 stagiaires qui travaillent au siège de l'association. Ce qui montre peut-être aujourd'hui l'importance, par la voie de la culture, l'importance du spectacle vivant, d'aller se produire dans des endroits peut-être un peu plus fragiles ou dans des banlieues, dans des petites villes, justement pour recréer ce lien par la culture et par le spectacle vivant. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas encore assez. Nous, justement, on défend avec notre plaidoyer aussi sur le droit à l'enfance, on défend qu'il faut plus de spectacles vivants dans ces situations. C'est pas encore, on va dire, acté au premier coup. On pense d'abord à des choses comme l'accès à l'hébergement, comme l'accès à la nourriture. On va dire les besoins premiers sont un peu les premiers qui arrivent. Mais nous, on estime que le spectacle vivant peut faire partie de ses premiers besoins. D'ailleurs, vous avez monté un partenariat avec Emmaüs Solidarité, je crois, à Saint-Maur-des-Fossés. Oui. Ouais, justement sur ces enfants en précarité, ou en tout cas qui sont généralement des réfugiés, et c'est aussi une façon de leur donner un petit peu de souffle. Oui, tout à fait. On travaille toujours avec des associations locales. Notre action, elle est vraiment en complémentarité des parcours d'accompagnement, de soins ou d'accompagnement social. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que vous intervenez effectivement à l'étranger et vous venez en complément de toutes les actions de coopération décentralisée qui sont portées souvent par les communes, les départements, etc. Et vous êtes une association, donc vous intervenez dans ces pays qui ont un fort lien aussi avec la France, mais vous intervenez en France où il y a aussi des problèmes. Vous intervenez au plus proche des quartiers, ces jeunes qui arrivent même à l'ASE, etc., qui sont totalement perdus, des enfants, et vous intervenez en tant qu'association pour essayer de leur amener, grâce à la culture, il faut le dire, parce que moi je tiens beaucoup à la culture, du sourire, et du sens et des valeurs. Et je pense que votre action, c'est aussi ça, c'est d'apporter des valeurs en France et partout dans le monde à ces enfants-là. Oui, tout à fait. Le lien social, oui, par le spectacle vivant. On apporte aussi les spectacles, tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Nos spectacles sont gratuits. Notre action, elle est entièrement accessible. Comment on fait appel à vous? Parce que c'est pour ceux qui nous écoutent, comment on peut faire appel à vous? Est-ce que ce sont les collectivités locales qui vous appellent? Qui vous appelle en fait? Souvent les associations. Oui. Les associations du champ social, les ONG humanitaires quand c'est à l'international ou sur des camps de réfugiés, comme je disais tout à l'heure. Beaucoup des associations, ça peut être de temps en temps des collectivités, où les collectivités peuvent y contribuer financièrement à notre action. Et aujourd'hui, vous êtes financé comment ? Alors 70% par des fonds privés et 30% par des fonds publics. Voilà, donc les fonds privés, c'est les dons essentiellement, les dons des fondations, des particuliers.
qui sont très importants pour la pérennité de nos actions. Mais c'est bien de le rappeler parce que souvent on oublie, là on est au moment de Noël et c'est très important, donc on va sur votre site internet et on peut donner même 1 euro. Ah oui, même 1 euro. Il n'y a pas de petits dons. Tous les dons contribuent à notre action. Donc sur clownsansfrontières.org. Et on a une campagne actuellement aussi qui est en ligne sur nos réseaux sociaux pour financer nos actions en France. Eh ben merci en tout cas Noémie Van der Kestel d'avoir été avec nous, déléguée générale de l'association Clowns sans frontières. Allez voir ce qu'ils font parce que c'est très poétique en plus. On aime beaucoup ce type d'association. On reste ensemble. Dans quelques instants, on parlera des aidants parce que ça concerne 11 millions de personnes en France aujourd'hui. C'est un sujet important dont il faut absolument parler. On en parle de quelques instants. À tout de suite et bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros qui est avec nous et qui est notre experte. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et on parle d'associatif, bien entendu, d'engagement, tout ce qu'on aime. Ça va Aurélie Gros? Oh, génial. Moi, c'est super. On entend des belles choses comme ça. Bah ouais, mais ça c'est grâce à vous. C'est vous qui nous apportez tout ce bonheur et 11 millions de personnes qui soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap, soit 1 Français sur 5, ce qui est énorme. Morgane Hiron est avec nous, déléguée générale du collectif Je t'aide. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Et donc, bonsoir Morgane. Alors après, la culture bien essentielle, il faudrait peut-être cultiver un peu plus les Français sur ce qu'est être un aidant. Oui. Aujourd'hui, vous regroupez 26 structures et associations pour accompagner les aidants. Vous dites vous-même que d'ici 2030, 1 actif sur 4 sera aidant. Alors comment fonctionne en quelques mots votre collectif ? Notre collectif, vous l'avez dit, est composé de 26 structures qui sont principalement des associations, mais aussi des fondations, des services d'aide à domicile, des mutuelles qui veulent s'engager autour de cette question. Et depuis quelques jours maintenant, le collectif est aussi composé de personnes physiques, donc des aidants, des anciens aidants, toute personne qui souhaite soutenir la cause et qui souhaite nous rejoindre pour agir avec nous. Alors le 6 octobre, il y a quelques mois, s'est réuni le 7e comité interministériel du handicap en présence de François Braun, le ministre de la Santé. Je crois que la présidente Corinne Benzekri était présente avec monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous en avez finalement, qu'est-ce que vous en avez ressorti? Est-ce qu'il y a des choses qui vont enfin avancer, puisqu'il y a une loi qui est passée au Sénat aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Aujourd'hui, ce que le collectif Je t'aide et ses associations attendent, c'est finalement des mesures concrètes de la part des pouvoirs publics. Il y a une stratégie dédiée aux aidants qui avait lieu de 2020 à 2022. Aujourd'hui, on arrive bientôt au 31 décembre de cette année. Donc, on attend une suite de cette stratégie ambitieuse avec des moyens dédiés pour pouvoir à la fois accompagner les personnes aidées, mais aussi et surtout leurs aidants qui ont besoin de solutions, de droits effectifs et puis d'être soutenus aussi par l'ensemble de la société. Et par rapport à la loi qui a été préparée par le Sénat en 2018 pour favoriser la reconnaissance des proches aidants, vous avez, j'imagine, communiqué avec les sénateurs qui ont porté cette loi. Vous avez demandé des choses précises. Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que vous avez réussi à améliorer cette loi au fur et à mesure des années? Ou est-ce que vous attendez encore autre chose et vous avez des demandes encore plus précises? Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est un certain nombre de choses, mais peut-être les trois revendications principales qu'on a, c'est d'abord plus de place, plus de structures pour les personnes aidées. Aujourd'hui, il manque des professionnels pour l'aide à domicile, il manque des personnels dans les EHPAD, il manque des structures dédiées pour, par exemple, les enfants en situation de polyhandicap. La deuxième chose qu'on demande, c'est des droits pour les aidants, plus de droits au congé pour justement tous ces salariés qui travaillent et qui en même temps sont aidants, plus de droits au répit. Et puis enfin, c'est la formation des professionnels. Aujourd'hui, les médecins qui sont aujourd'hui formés, les professionnels du paramédical ne sont pas formés à repérer un aidant et justement à pouvoir travailler avec eux puisque les aidants développent beaucoup de savoir expérientiel et ne sont pas toujours reconnus à leur juste place. Allez-y. Pour qu'on comprenne bien par rapport aux aidants, on ne se rend pas toujours compte des dommages collatéraux, forcément. Donc ce sont des gens qui travaillent, qui ont une charge mentale qui est très importante, qui généralement avec les employeurs c'est très compliqué. C'est ça aussi qu'il faut changer. Il y avait l'instauration d'une indemnité journalière qui a été retoquée par le Sénat.
Aujourd'hui, toute personne qui est aidant et en emploi peut bénéficier d'un congé de proche aidant, sauf que ce congé, effectivement, il est seulement de 3 mois, donc c'est assez peu dans le sens où, quand on est aidant, c'est pas seulement 3 mois, c'est des années qu'on aide. C'est une indemnisation qui est à hauteur du SMIC, donc pour beaucoup d'aidants, ce n'est pas intéressant financièrement, d'autant que les aidants participent aux frais de la perte d'autonomie de leurs proches. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses à changer, même si ce congé est déjà une avancée en soi. C'est un vrai droit qui permet aux aidants de pouvoir le demander. Mais c'est vrai qu'on voit encore des demandes très faibles par rapport au nombre d'aidants concernés. Et donc on voit qu'il n'est pas forcément toujours adapté et qu'il doit aussi être plus connu des salariés aidants. Mais Morgane Hiron, avec le vieillissement de la population, on est de plus en plus à devenir aidants malgré nous, quand on a notamment des parents malades, avec des maladies type Alzheimer, où au départ on est à la maison, mais il faut aller les voir, il faut s'en occuper, puis après les faire manger, puis après, etc. Est-ce que les pouvoirs publics prennent conscience de cet état de fait ou pas ? Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des avancées avec effectivement une définition, avec la Journée nationale qui a été créée il y a 12 ans. Donc, on voit quand même une certaine prise de conscience, mais qui ne va pas du tout assez vite. Vous l'avez dit, la transition démographique, elle s'accélère dans à peine 8 ans. Aujourd'hui, on n'est pas en place. On voit bien avec aussi les différents scandales, les différentes tensions, les grèves d'un certain nombre de professionnels de santé qui réclament plus de moyens. Si la prise de conscience, elle existe aujourd'hui, il faut que les moyens y suivent. Et ça, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, aussi ce besoin pour tous les professionnels aussi du secteur qui en général envoient le même message qui est à la fois la première façon d'aider les aidants, c'est d'abord d'aider les aidés et effectivement de prendre conscience que ces aidants effectuent un travail invisible et gratuit sans lequel la société ne pourrait pas tenir aujourd'hui. Et on l'a vu aussi pendant le Covid via des fermetures de structures où les aidants ont dû récupérer leurs proches chez eux alors qu'ils s'y attendaient pas et qu'ils n'étaient pas préparés pour. Donc effectivement ces impacts-là, on sait combien coûtent finalement les structures, mais on ne sait pas finalement les coûts cachés de l'épuisement de ces aidants. Et justement, on dit préparer, on dit aller alerter les pouvoirs publics, mais il faut aussi préparer la population, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut devenir aidant du jour au lendemain avec son conjoint, ses parents, etc. Et selon vous, comment préparer un futur aidant? Parce que c'est intéressant, les auditeurs nous écoutent, et je pense que cette prise de conscience, elle commence aussi comme ça, c'est-à-dire anticiper le fait qu'un jour ou l'autre, on sera peut-être aidant. Oui, effectivement, la question, même nous, c'est pas tant est-ce qu'on sera aidant, c'est plutôt de qui on va l'être, combien de temps ça va durer, est-ce qu'on va être aidant plusieurs fois dans sa vie, peut-être d'abord d'un parent âgé, puis de son conjoint. On voit aussi le cas de ces multi-aidances, des personnes qui cumulent un certain nombre de périodes d'aidance. Donc comment s'y préparer? C'est important déjà de parler du mot aidant. Vous l'avez dit en introduction, une personne sur deux ne connaît pas le mot parce qu'elle considère que c'est normal d'aider sa mère, c'est normal d'aider son conjoint, alors que finalement, la société change et les rôles aussi change. On a tous un rôle à jouer. C'est vrai qu'en tant que proche, des fois, on repère nos proches devenir aidants, mais eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Donc, on peut être là aussi pour les accompagner sur le fait de mettre des mots, de dire que des associations existent pour les aidants, que ça peut être intéressant d'en parler, de leur parler de leurs droits et des solutions qui existent. Et puis, les employeurs ont leur rôle d'informer leurs salariés sur ces droits. Et puis, enfin, les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer, notamment lors de cette Journée nationale des aidants, par des grandes campagnes qui aujourd'hui manquent sur la prévention et sur tout un tas de communication sur les solutions qui existent. Comment se former parce que c'est moi quand je regarde votre site, 54% des aidants, c'est ce qu'on vient de dire, mais ignorent le statut même de l'aidant, c'est-à-dire qu'ils savent ils supportent, en tout cas qu'ils aident des personnes qui leur sont chères, mais il y a effectivement un statut. Comment on se forme à être aidant en fait? Est-ce qu'il y a une formation qu'on puisse faire pour avoir les bons gestes, pour avoir la bonne stratégie? Alors effectivement, on peut tout à fait anticiper, si on veut anticiper ce rôle, et aussi avoir le choix au moment où ce rôle arrive, de prendre plus ou moins un rôle important au sein d'une famille. On peut aussi avoir des moments où on change d'avis, où on préfère se mettre plus en retrait, partager la tâche. Donc effectivement, les associations aujourd'hui d'aidants proposent des formations, qu'elles soient en ligne ou en présentiel, sur soit des pathologies dédiées, par exemple apprendre à reconnaître les symptômes de la maladie d'Alzheimer, apprendre à se comporter, à adopter la bonne posture, mais aussi se former, comme vous l'avez dit, à des gestes techniques de porter une personne, par exemple, d'un lit
médicalisé à un fauteuil. Donc aujourd'hui, ces formations, elles sont dispensées de façon gratuite par les associations. Donc il y a tout un tas effectivement d'informations qu'on peut déjà acquérir en amont. Néanmoins, c'est vrai que quand on tombe dans les danses, on aura beau avoir s'être bien préparé, finalement on se découvre aussi et on découvre l'autre dans cette situation. Et donc d'où l'importance aussi de se faire accompagner aussi au moment où ça arrive et tout au long du parcours qui, encore une fois, dure souvent des années. Alors moi, Morgane, j'ai une proposition à vous faire. Si vous souhaitez, parce que c'est un peu le but du G500, c'est aussi les bonnes initiatives qui se passent sur le territoire et de les amener vers les décideurs. Si vous voulez, je vous organise un rendez-vous avec Jocelyne Guidez, qui est la sénatrice qui avait mis sur le tapis en 2018 la question des aidants, pour que vous lui parliez justement de tous les sujets qui restent en suspens. Eh bien, merci beaucoup. Alors, le rendez-vous est pris, ce sera fait. Et voilà, c'est le rôle aussi du G500 d'aider les associations. Merci en tout cas, merci mille fois Morgane Hiron d'avoir été avec nous, déléguée générale du collectif Je t'aide. Et allez voir sur le site, bien entendu, puisque 11 millions de personnes, forcément, on est tous à un moment donné concernés. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Merci beaucoup Aurélie Gros d'avoir été avec nous. Vous embrassez Stéphane Pellet, qui nous fait une petite... c'est la saison. C'est ça de dormir tout nu. C'est chacun son tour. Je sais pas ce degré d'intimité pour confirmer. Moi non plus. Allez, on vous retrouve demain à partir de 17h pour les vraies voix. Dans un instant, le Loft avec notre ami Yvan Cuges.